dénomination d'articles comptables. Voilà à peu près les principales évolutions. Donc nous vous présenterons lors du BP 2024 une maquette budgétaire sous la nouvelle nomenclature M57. Y a-t-il des questions suite à cette présentation? Pas de questions, donc c'était une prise d'acte. Je vous propose de passer au point suivant, point numéro 9, sur la fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisation en M57. Et parce que M57 rime avec M. Berlureau va présenter ce point. Merci Monsieur le maire. Donc on a déjà évoqué à plusieurs reprises la gestion des amortissements dans la collectivité. Souvenez-vous, nous avons présenté en conseil municipal des délibérations permettant sur ces immobilisations d'assurer une parfaite comparaison entre les immobilisations perçues dans le budget communal et ceux qui étaient inscrits auprès du Trésor public, de sorte à préparer ce passage à la M57. L'objectif de cette délibération est de refixer, ou en tout cas de déterminer de manière plus une bonne fois pour toutes, l'ensemble des durées d'amortissement des biens avant ce passage à la M57. Donc vous avez un tableau qui a été joint à la note de synthèse précisant pour l'ensemble des biens référés avec référence aux articles comptables de la section d'investissement, les durées d'amortissement proposées. Je rappelle que l'amortissement est une technique comptable qui permet de constater le montant de la dépréciation d'un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. Donc on a une double écriture comptable avec une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement pour reconnaître ces amortissements. Donc si vous le voulez bien, on vous propose de fixer ces durées d'amortissement eu égard au temps qu'on imagine pouvoir utiliser les biens qui y sont acquis, sachant que pour les biens de moins de 500 €, l'amortissement se fait immédiatement. Voilà, monsieur le maire. Avez-vous des questions? Je propose de passer cette fois-ci au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 10 sur la mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d'investissement. Toujours sur présentation par Monsieur Berlureau. Merci monsieur le maire. Donc c'est la troisième délibération concernant et préparant le passage à la M57, puisque ça doit être opérationnel au 1er janvier. La fongibilité des crédits et le fait de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein d'une même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Donc l'objectif de cette fongibilité, c'est d'amender dès que le besoin apparaîtrait la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux sans modifier le montant global des sections, et aussi de réaliser de la souplesse pour constater les opérations purement techniques sans forcément attendre la tenue du conseil municipal. Il est vrai précédemment, une délibération modificative du budget était nécessaire, ce qui nous contraignait parfois pour lancer les opérations à faire ces mouvements de crédit par décision modificative. Voilà, monsieur. Des remarques, des questions sur ce point numéro 10? Pas de remarques. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 11 sur la demande de subvention au titre de fonds de concours 2023 auprès de la communauté de communes Tarn-et-Agouttes sur la section de fonctionnement. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la déléguée à la communication et au protocole, Laurence Sénégas. Merci Monsieur le maire. Conformément au Code général des collectivités territoriales modifié par la loi du 13 août 2004, une communauté de communes peut verser des fonds de concours aux communes membres afin de financer la réalisation et le fonctionnement d'un équipement. Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée par la commune et ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'aide publique à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. En section de fonctionnement, les dépenses doivent être liées à un équipement public et doivent concerner uniquement l'entretien ou la réparation.
Pour l'année 2023, l'enveloppe du fonds de concours attribué par la CPTA en section de fonctionnement s'élève à 398 550 €. La demande de fonds de concours pour l'année 2023 que nous portons ce soir en section de fonctionnement porte sur les dépenses constatées entre le 1er janvier et le 31 août et se décompose selon le plan de financement suivant. Équipement sportif de solution 83 500 € sur 170 460 € seulement. Infrastructure de service de solution 105 050 € sur 222 293,51 € au fonctionnement. Et enfin, en voirie communale et espace vert, nous sollicitons 210 000 € sur 565 735,15 € au fonctionnement, soit un fonds de concours sollicité à hauteur de 100% de la capacité, 380 € pour un coût prévisionnel total de 550. L'Assemblée est invitée à approuver la demande de subvention du fonds de concours en section de fonctionnement auprès de la communauté de communes Carnac telle que présentée. Autoriser Monsieur le maire à adapter le plan de financement dans le cas où les aides financières octroyées ne seraient pas conformes au plan présenté. Afficher les financements de la communauté de communes lors d'opérations de communication liées au projet de subvention. Et enfin, inviter Monsieur le maire à la des projets et à la mise en œuvre de cette délibération. Question ? Je ne pense pas, parce que tout a été très clair. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Et nous allons continuer avec vous, Madame Sénégas, mais cette fois-ci sur la section d'investissement. Donc là, c'est le point numéro 12, demande de subvention au titre du fonds de concours 2023 auprès de l'intercommunalité, mais sur la section d'investissement. Je vous remercie, monsieur. Donc je vous ferai grâce de l'explication, que c'est la même que pour la section de fonctionnement. Voilà. Aujourd'hui, nous souhaitons solliciter l'attribution du fonds de concours pour le projet d'aménagement de la route de Lavore selon le plan de financement suivant, à savoir 100 000 € sur un projet total de 1 289 392 €, montant estimé pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route de Lavore. L'Assemblée est invitée à approuver la demande de subvention du concours en section d'investissement auprès de la communauté de communes Tarnagout en 2023 telle que présentée. Autoriser Monsieur le maire à adapter le plan de financement dans le cas où des aides financières octroyées ne seraient pas conformes au plan présenté. Afficher les financements de la communauté de communes Tarnagout lors des opérations de communication liées au projet subventionné. Et enfin, habiliter Monsieur le maire à ce que les discussions relatives à l'aboutissement de ce projet et à la mise en œuvre de cette délibération. Des questions? Juste une remarque avant de passer au vote. Là, chers élus, vous l'avez sous les yeux, le fonds de concours. C'est-à-dire que quand les citoyens disent encore une fois oui, les routes à Saint-Sulpice sont pas en état, etc. Pardonnez-moi, mais oui, en 6 ans, on ne peut pas rattraper 15 ans d'errance sur les routes, quoi, ou en tout cas de non-maintenance des routes. Là, route de Lavore, donc c'est dans la continuité, c'était l'engagement que l'équipe municipale majoritaire avait pris. C'était de continuer ce qu'on avait fait sur Charles de Gaulle pour traiter ce secteur-là de la ville une bonne fois pour toutes. On ne fait pas du morcelé, on est clair, on ne papillonne pas, on a une stratégie, la stratégie elle est tenue, c'est d'aller jusqu'au bout vers le chemin du camping qui tout à l'heure on l'a dit a déjà été refait. Mais vous le voyez là, les chiffres, vous les avez, vous pouvez les communiquer aux citoyens. C'est public, 1,3 million d'euros, et vous le voyez, plus de 770 000 € à charge des finances de la commune seule. Voilà. Si on était en Haute-Garonne, c'était pas tout à fait la même chose. Voilà. Les subventions en Haute-Garonne, les départements et la région subventionnent beaucoup plus.
Donc simplement, c'est factuel, c'est 60% à charge de la commune, à la fois des investissements concessionnaires, mais de l'aménagement voirie. Je vous donne juste, hein, parce que politiquement, certains font de la politique, moi je vais en faire aussi. La région, par exemple Occitanie, quand on les entend dire oui, on vous aide, on donne plein de subventions, sachez que par exemple, à ce jour en 2023, nous n'avons toujours pas, malgré 7, 8 multiples relances en direction de la région Occitanie, nous n'avons toujours pas reçu les subventions qui étaient de 5% sur la rue Charles de Gaulle, qui a été inaugurée le 9 novembre 2019. Chantier terminé le 9 novembre 2019, chantier qu'on a fait en 2017-2018, nous sommes en 2023, toujours pas reçu les aides de la région. Voilà. Donc les gens qui sur les recettes vous disent oui, 6-7%, on participe grandement à l'effort collectif, à hauteur de 100 000 euros pour un projet d'1 million. Bon, nous, voilà, c'est aussi vous dire qu'à un moment donné, on aimerait bien, si on avait de l'argent en profusion, faire toutes les routes. Mais à un moment donné, de manière stratégique, on l'avait d'ailleurs échangé à l'époque avec l'équipe minoritaire de M. Lassalle, on avait dit on a un planning, une priorisation, et cette priorisation, on va la tenir. On l'a dit dans le mandat, route de Lavore, rue du Capitaine Beaumont, c'est des axes prioritaires. Rien que ces axes prioritaires coûtent à eux seuls, et il faut le décaisser. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous le dis, les 1,3 million d'euros, c'est la mairie sur ses finances, sur sa trésorerie qui va les décaisser. C'est pas sûr qu'on ait les subventions un jour reçues. Alors on a l'engagement de la région, du département, mais des fois ça met quelques années. En attendant, il faut quand même payer. Donc Capitaine Beaumont, route de Lavore, c'est 3 millions d'euros. Sur un mandat où j'ai toujours dit en budget finance en mars-avril, on peut investir 10 millions d'euros sur la durée du mandat. Donc vous voyez que sur les 10 millions, il y a 30% qui ont été affectés aux voiries. On ne peut pas dire ainsi aux citoyens que sur les routes, la municipalité ne fait rien. La municipalité a fléché 30% de sa capacité d'investissement sur les routes et sur 2 projets. Sachant que ça, c'est ces 2 projets. Mais on n'a pas fait que cela. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait l'entièreté de la route de Roqueserrière, l'entièreté du chemin du camping, on a fait la rue des Montamates, on a fait la rue de Marquefave. Cet été, on a refait tout le chemin de la Planquette qu'on a repriorisé à la demande des citoyens. Donc voilà, on est à l'écoute des gens, on fait des choses, et je pense que l'ensemble du conseil municipal doit être force de communication auprès des citoyens pour leur dire ces choses-là. Merci Madame Sénégas en tout cas pour votre présentation. Je vous propose de passer au vote sur cette demande de subvention en direction de la CCTA. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 13. Sur le budget annexe cette fois-ci de la gestion de l'assainissement collectif pour une première décision modificative. Je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale Marie-Claude Drabec pour nous présenter ce point. Merci Monsieur le maire. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir les renouveler régulièrement. Ce procédé comptable permet d'étaler dans le temps la charge consécutive au remplacement des immobilisations. Si les biens amortis ont été acquis ou réalisés à l'aide de subventions, ceux-ci doivent faire l'objet d'une reprise progressive en section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan. La reprise est constatée par l'inscription d'une recette à l'article 777 et d'une dépense identique à l'article 139. Dans le cadre du budget assainissement de la commune, la réalisation du schéma directeur d'assainissement et l'étude sur le potentiel de réutilisation des eaux usées ayant fait l'objet de subventions, il convient de procéder à leur amortissement au même titre que l'immobilisation incorporelle créée. Pour cela, il convient d'ouvrir les crédits nécessaires sur les articles concernés comme suit. Donc vous avez les dépenses, vous avez les recettes. Ces opérations ne vont pas venir modifier l'équilibre budgétaire initial des sections de fonctionnement et d'investissement et ne donneront pas lieu à un mouvement de trésorerie. L'Assemblée est donc invitée à adopter la décision modificative numéro 1 du budget annexe de gestion de l'assainissement collectif. Y a-t-il des questions? Je vous propose donc de passer au vote pour adopter cette décision modificative que vient de présenter Madame Drabec. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup.
On va passer au point numéro 14 cette fois-ci sur le budget annexe du lotissement Montoti pour une décision modificative. Je vais laisser Madame la première adjointe, Anan Mahalem, présenter ce point. Merci Monsieur le maire. Lors du vote du budget primitif 2023, il a été voté par erreur une affectation du résultat de 2022 sur le budget annexe du lotissement Montoti, sur le compte 1068. En effet, les budgets lotissement ne peuvent en prévoir du fait de leur structure particulière. Ils ont vocation à n'enregistrer que les opérations relatives au stock et au financement par emprunt ou avance remboursable. Il convient donc de venir corriger cette anomalie par la décision modificative donc, que vous avez sous les yeux, sachant que ces opérations, à contrario de la modification précédente, viennent modifier l'équilibre budgétaire initial de la section de fonctionnement qui s'établit désormais donc à 23 263,64 €. Y a-t-il des questions ou remarques? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 15 sur la convention cadre du périmètre de l'opération de revitalisation du territoire, ce qu'on appelle l'ORT, sur le programme d'action. Donc c'est dans le cadre du comité de pilotage de ce qu'on appelle PVD, Petite Ville de demain. La commune, vous le savez, a été retenue pour un dispositif de l'État. Il y avait l'action Cœur de Ville pour les grandes villes et il y a eu l'action Petite Ville de demain, donc pilotée par l'Agence nationale de cohésion des territoires, ce qu'on appelle la NCT. Et ça s'est concrétisé par une signature officielle le 11 juin 2021 de cette convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, c'est quoi? C'est réussir en fait, donc on le disait en 2021, de positionner Saint-Sulpice comme une ville socle par rapport à l'ensemble de son territoire et donc d'offrir un maximum de services publics et de services privés également en direction de l'ensemble des habitants et de Saint-Sulpice, mais l'ensemble aussi de ce qu'on appelle son rayon d'action. Le gouvernement a souhaité que le programme Petite Ville de demain donne aux élus des communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions, donc je disais, de centralité et qui présentent des signes de fragilité. Alors ces fragilités peuvent être dans la construction immobilière, elles peuvent être dans la vitalité des commerces, dans la diversité de ces populations, dans les moyens de mobilité, de concrétiser en fait de nouveaux projets de territoire pour conforter les statuts de ville dynamique et ville pivot. Cette démarche s'inscrit directement dans ce qu'on appelle aussi les CRTE. Donc là, on est lié directement au pôle d'échange d'équilibre territorial qui s'appelle des contrats territoriaux de relance et de transition écologique. Et donc, vous le voyez, c'est un programme, ce qui contraint, pas nous à Saint-Sulpice, c'est pas le cas, mais peut-être pour d'autres collectivités, à avoir des élus qui ne prospectent pas et qui ne réfléchissent pas à la hauteur d'un mandat, mais à l'échelle en fait beaucoup plus loin de planification et de programmation de la construction de la ville. C'est pour ça que je dis pas nous, parce que je crois que quand on a fait le PLU en 2019, pour avoir positionné une zone de réserve foncière pour la construction d'un lycée, vous pensez bien que ça ne va pas être fait dans les 6 ans. Pour faire une zone de réserve foncière pour un futur EHPAD, vous pensez bien que ça ne va pas être fait dans les 6 ans. Et donc on a cette réflexion qu'on a toujours portée. C'est pour ça que naturellement, on voulait s'inscrire dans ce programme, parce qu'on se disait, mais qui peut mieux que nous le concrétiser sur le terrain. Ce programme constitue donc un ensemble d'outils au service des territoires, dans le cadre à la fois du plan de relance. Sur la route de Lavore, par exemple, le remplacement de la canalisation d'eau potable était dans ce périmètre, à la fois du plan de relance, sur la conduite de grandes transitions économiques, écologiques, numériques et démographiques, et la nécessité de conforter durablement le développement du territoire, mais de façon harmonieuse, planifiée, programmée et surtout anticipée. La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire donc, dans son articulation et l'ensemble des moyens qui les accompagnent et des engagements des différents partenaires pour la période
2023-2028. Donc on a fait ce qu'on appelle des comités de pilotage en présence des institutions, de l'État, de la région, des départements, de la communauté de communes, des opérateurs, pour pouvoir partager la stratégie justement de cette convention cadre. Vous l'avez à l'écran, il y a plusieurs orientations stratégiques. Ces orientations stratégiques se déclinent en mesures opérationnelles et ces mesures opérationnelles se transforment en fiche action. Fiche action qui en fait est un programme de portage de politique publique en direction des citoyens. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne électorale, vous portez un programme avec des idées, ce programme vous le mettez en application et vous le transformez en ligne de politique publique. Ces lignes de politique publique, c'est ce qu'on appelle les orientations stratégiques, c'est requalifier les espaces urbains afin de renforcer l'attractivité de la commune. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, Saint-Sulpice en fait a grandi, mais en s'étalant. Donc là, on est bien sur la requalification d'espaces urbains afin de renforcer le pôle de centralité de la ville. L'exemple de l'Arçonnerie est un exemple, c'est-à-dire fabriquer du logement à l'intérieur de la ville et pas à l'extérieur de la ville. Donc nous avons des mesures très opérationnelles, adapter les espaces publics en intégrant les nouvelles pratiques de mobilité, par exemple. Donc c'est par exemple la requalification de Capitaine Beaumont ou de la route de Lavore qui intègre directement des cheminements doux pour les piétons, mais également des voies cyclables. Là, on est en plein dedans. Et donc ça veut dire qu'après, on peut aller réclamer ou demander les cofinancements ou les subventions nécessaires puisqu'on rentre directement dans le programme. Aménager des espaces naturels favorisant les échanges sociaux, c'est les plantations qui ont été réalisées cet hiver, notamment dans 2 lotissements qui faisaient face à face avec une friche, un délaissé d'espace vert où on a replanté des arbres fruitiers. C'est l'orientation numéro 2 sur affirmer le rayonnement du pôle urbain par une dotation en équipement public répondant aux enjeux de développement futur. Là, on a des mesures opérationnelles très concrètes, garantir une offre en matière de santé, on y reviendra dans les semaines et mois qui viennent, favoriser les pratiques culturelles de loisirs, on est directement dans le projet de polyespace, encourager les pratiques sportives, on est directement dans le projet, par exemple, porter du terrain synthétique Foot 5 qui va être installé fin d'année, début d'année prochaine sur la partie Mollet-Trinqual, adapter les établissements scolaires, c'est la réflexion des chauffages, de l'amélioration de la qualité de vie au sein des écoles et peut-être à terme la mise en climatisation des bâtiments scolaires, doter les établissements publics de services relocalisés, c'est par exemple le déménagement de l'ensemble des services d'aménagement et d'urbanisme à un seul lieu dans Saint-Sulpice, déporté pour avoir un équilibre aussi de nos services publics et de nos guichets. Enfin, l'orientation stratégique numéro 3, répondre aux enjeux environnementaux pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est réduire les consommations énergétiques du patrimoine public. Ça, c'est typiquement le partenariat qu'on a pu faire avec le SDET et les services de l'État. Donc on est en plein dans Petite Ville de demain avec les copartenariats et la collaboration entre les services pour renouveler les 1600 points lumineux de Saint-Sulpice. Vous avez peut-être eu la chance de voir vos points lumineux dans votre rue transformés d'un ancien éclairage en éclairage LED. Développer la production et l'utilisation d'énergie renouvelable, c'est les projets d'ombrières, de panneaux solaires qu'on met sur la ville, mais plus encore, c'est la stratégie que Maxime Coupet porte sur le développement d'un réseau de chaleur sur la commune pour pouvoir massifier justement la chaleur de manière collective, renaturer les espaces publics et maîtriser les consommations d'eau, c'est le projet que porte M. Capu sur l'arrosage des stades pour ne plus arroser à l'eau potable mais réutiliser les eaux et en collaboration avec Maxime Coupet pour le projet de Reyout sur la station d'épuration. L'orientation stratégique numéro 4, revitaliser le centre-ville et mettre en valeur les zones d'activité économique, c'est contribuer au renouvellement urbain, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Arçonnerie française, c'est boucher aussi les dents creuses dans la ville au niveau urbanistique, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le chemin d'Ambrusset où il y a une opération de construction, encore une fois, pas à l'extérieur de la ville, mais à l'intérieur de la ville, à proximité de la gare. C'est réhabiliter le parc de logements existants, accompagner la mutation du tissu économique local, notamment nos artisans de centre-ville, accroître l'attractivité touristique, culturelle et patrimoniale. L'orientation stratégique numéro 5, c'est garantir un cadre de vie sécurisé. Tout à l'heure, M. Bergonnier nous a fait voter
une convention avec la CCTA pour passer une gaine pour la vidéoprotection. Nous sommes en plein dedans. C'est les travaux que nous avons lancés de déménagement du futur poste de police en plein cœur de ville pour marquer l'esprit de sécurité et rassurer nos concitoyens sur ce sentiment d'incivilité ou d'insécurité qui pourrait grandir. Et l'orientation numéro 6, encourager l'implication citoyenne, développer la culture de participation citoyenne. On en a parlé tout à l'heure avec le bus, réussir à créer une commission extracommunale pour discuter justement des futures lignes de bus et faire participer ces citoyens, faire débattre les citoyens sur l'avenir de la rue de Reims et de la Bastille plus globalement pour savoir si elle doit être piétonnisée ou pas. C'est aussi ces échanges-là. Et enfin, créer demain les outils de participation citoyenne beaucoup plus digitaux, beaucoup plus numériques, parce qu'on le voit. Hier soir, nous avons fait une réunion publique ici et de travail sur la réutilisation des eaux usées de la station d'épuration. Nous étions 12 citoyens. Et le jour où nous allons le faire, et que nous allons mettre en place la réutilisation sur les stades, nous aurons les associations de rugby, de foot, de parents d'élèves qui crieront au loup en disant « mais vous utilisez de l'eau usée sur les stades ». Ben oui, ben écoutez, on aura fait des réunions publiques et personne n'est venu. Et c'est quand en fait votre devant de porte est touché que là vous vous intéressez à la vie de la ville. C'est la différence entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Nous s'inscrit aujourd'hui dans une politique, vous le voyez, d'intérêt général, sur une vision beaucoup plus long terme que le mandat, sur une vision 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, on l'écrit, on ne fait pas que le dire. C'est écrit, c'est partagé, c'est public, ça sera sur le site internet de la mairie et tous les gens pourront voir la stratégie que nous portons. Y a-t-il des questions ? Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Déjà une réaction par rapport à la fin de votre intervention sur la participation citoyenne. Moi je pense que la pire des choses, c'est d'essayer de faire la morale à nos concitoyens en disant vous venez pas participer aux réunions. Je pense qu'aujourd'hui on évolue dans une société où effectivement il y a des contraintes qui sont importantes et les gens ne sont pas forcément disponibles au moment où on aimerait qu'ils le soient. Après moi je... Point de morale, juste un constat. Hein. Non, juste mais un constat. je pense que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire venir les gens. Et si on veut vraiment de la participation citoyenne, il faut qu'on trouve d'autres formes. Et je pense que c'est surtout, je l'ai déjà dit à la communauté de communes parce qu'on a déjà eu des échanges là-dessus, mais je pense qu'on doit aller vers les gens et essayer de provoquer effectivement la rencontre avec eux pour recueillir leur avis sur des sujets comme celui que vous avez évoqué. Et pour ça, on le fait très bien quand il y a des campagnes électorales, vous comme nous. On va notamment sur les marchés discuter avec les gens, échanger, discuter des programmes. Donc je pense que si on veut avancer sur la participation citoyenne et essayer de recueillir au maximum l'avis, c'est plutôt dans ces démarches-là qu'il faut aller que d'espérer attendre qu'ils viennent sur des réunions publiques. Donc c'est trouver des moments où on peut les capter. Alors ça peut être les marchés, ça peut être les sorties d'école, enfin que sais-je, il y a plein d'occasions pour faire des choses comme ça. Bon. Je referme la parenthèse simplement sur le document qui est soumis ce soir à vote. On devait avoir l'annexe 4 qui est la maquette financière. Donc j'ai posé la question en commission, on m'a dit ça vous sera communiqué avant le conseil municipal. Et ce soir on n'a pas la maquette financière. Donc moi je suis un petit peu embêté sans cette annexe 4 pour me prononcer sur ce qui est dans la convention cadre, puisqu'il me manque une partie de la convention. Alors pour le dernier point, j'étais pas en commission, donc je vais laisser soit la présidence de la commission, soit monsieur le directeur général des services. Je reviens juste sur le premier point, monsieur Lassalle. Vous le voyez sur l'écran, en dernière ligne, on a mis 6.2, créer des outils, création d'outils de participation citoyenne. Je pense que ça va dans votre sens. C'est créer justement une nouvelle façon de communiquer avec nos citoyens. Pour vous dire sur l'atelier, encore une fois je dis point de reproche aux citoyens, mais juste un constat. Sur la réyoute hier soir, il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de citoyens qui ont été démarchés directement chez eux par les services municipaux en allant toquer, en allant discuter, comme vous le faisiez l'équipe minoritaire sur le quartier de Roqueserrière quand il y avait Terra 2. Donc on a pu discuter avec les citoyens. Il y a une forme de discussion, de questionnement qui s'est avérée, donc ça correspond
typiquement, en tout cas je le pense à la description que vous étiez en train d'évoquer. Cependant, je crois qu'on avait à peu près 300 personnes. Ces gens-là ont reçu des invitations personnalisées. Et pour le coup, on avait décalé volontairement à des horaires tardifs parce qu'on sait que les gens travaillent et donc ils ne sont pas disponibles. On avait mis 19 h, le temps pour les gens de rentrer de Toulouse ou bien du travail. Et sur les 300 personnes, on a hier fait le constat qu'il n'y avait que 11 qui se sont déplacés et beaucoup n'ont même pas répondu aux petits bulletins alors qu'on avait discuté avec eux, on avait créé des conversations. Donc je pense que là vous avez raison, en tout cas je vous rejoins là-dessus, c'est comment collectivement on arrive, et ça finit un peu la conclusion de mon propos, à réintéresser les gens, pas à l'intérêt personnel, mon devant de porte, mais à l'intérêt collectif. Je le dis parce que plusieurs fois, là, certains élus étaient là avec moi dans des réunions, j'appelle ça faire ville. Comment on fait ville en fait, et ville collectif, et pas juste que mon intérêt personnel. On le voit des réunions publiques, une fois que l'intérêt personnel de certains est traité, en fait ils se lèvent, ils s'en vont. Et donc c'est comment on réintègre ça. C'est pour ça qu'on a mis cette ligne-là, parce que là pour le coup, j'ai envie de travailler avec vous et l'ensemble des élus sur comment créer justement ces sujets-là. Parce que certains vous diront que les réseaux sociaux, ils n'y ont pas accès et puis ils ne les regardent pas, donc c'est loupé. D'autres diront on n'est pas dispo, d'autres diront on ne vient pas aux réunions publiques. Si ça avait été seulement en semaine, si ça avait été seulement en week-end. Et c'est comment, mais je pense qu'on est tous, toutes les collectivités, départements, régions, se posent la même question. Et donc nous on a été souligné quand même, on est la seule ville du département à avoir osé mettre une ligne où on s'inflige un petit peu, on va chercher plus blanc que blanc, c'est-à-dire qu'on se l'est mis dans le programme Petite Ville de demain, et c'est écrit. C'est pour ça que, et c'est public, c'est partagé, c'est pour ça que je vous disais, c'est sur site internet, et peut-être qu'un jour vous viendrez retoquer l'équipe municipale majoritaire en disant regardez, ils l'avaient écrit, ils l'ont dit, ils l'ont pas fait. Mais on s'inflige ça pour se dire comment collectivement on réfléchit à essayer de rapprocher les citoyens du collectif, de l'intérêt général en fait. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse, mais je pense qu'on est, en tout cas sur le fond, on partage la même philosophie. Je vais laisser peut-être monsieur le directeur général des services pour vous répondre sur la partie financière et vous parler d'une annexe, c'est ça? Oui, tout à fait. On a, alors vous l'aviez noté, inscrit sur le fond de la délibération, à la fin de ce point-là, on est sur une matière extrêmement mouvante, puisqu'on est en cours de finalisation avec les services de l'État, la CCTA et aussi la commune de Lavore, puisque la commune de Lavore est signatrice de l'ORT, donc c'est un travail à multimains de finalisation des documents. Alors effectivement, la maquette financière validée par les services de l'État est arrivée ce matin. Et nous n'avons pas pu vous la transmettre. Donc je n'ai pas pensé à la mettre dans la projection, donc je vous l'ai mise là sur le tableau. L'idée c'est donc de flécher des coûts prévisionnels d'opération avec un calendrier 2023, 2024, 2025, 2026 faisant apparaître les mentions de préétudes, d'études ou de réalisation. Pas de sujet, à mon sens, de découverte, ou en tout cas qui ne sont jamais apparus, soit dans les débats d'orientation budgétaire, soit dans les points déjà évoqués en conseil municipal. Je peux essayer de la dérouler, mais comme je ne l'ai pas sur mon écran, c'est pas toujours facile. Donc ça reprend les orientations stratégiques que monsieur le maire et les mesures opérationnelles que monsieur le maire vous a citées, avec à l'intérieur différentes actions qui sont portées par la collectivité, avec là aussi des prévisions. C'est peu ou prou les mêmes actions et mesures opérationnelles qui ont été inscrites dans le projet, dans l'avenant à la convention Bourg-Centre qu'on a présenté, qui vous a été présenté au mois de juillet. Pourquoi c'est la même chose? Dans la mesure, parce que la région s'inscrit dans le programme Petite Ville de demain, mais a souhaité non pas co-signer le document, mais en faisant passer d'abord l'avenant au contrat Bourg-Centre Occitanie.
Donc les fiches actions et les actions que vous voyez inscrites là sont les mêmes que celles qui ont été adoptées par le conseil municipal au mois de juillet, à l'exception du paragraphe dont parlait Monsieur le maire sur la partie concertation citoyenne. L'autre différence entre le contrat Bourg-Centre et Petite Ville des Demain, c'est que la région nous demandait une projection sur les projets qui pourraient être menés sur la période 2026-2028. Ce que Petite Ville de Demain ne fait pas, il nous impose de rester à 2026. Donc même si on sait qu'un certain nombre de projets qui seraient lancés en 25-26 pourraient déborder sur 27-28, vous ne les verrez pas apparaître en calendaire sur la partie 2027-2028, puisque la maquette financière ne prévoit pas cette temporalité-là à cet instant. Dire aussi que cette maquette financière est amendable autant que nécessaire, parce qu'il y a des projets qui potentiellement pourraient ne pas voir le jour, parce qu'il y a des projets qui potentiellement pourraient rentrer dans ces orientations stratégiques, parce qu'il peut y avoir aussi des décalages, que ce soit dans les pré-études, les études et les réalisations. Donc chaque année, un comité de pilotage rebalayera cette maquette financière, et à chaque évolution et à chaque avenant, il y aura une présentation au conseil municipal. Aussi, il y a peut-être des points que vous souhaiteriez voir éclaircis par rapport à ce que je viens de vous dire. Ouais, en fait, Nkamazu souhaiterait qu'on déroule l'ensemble du tableau, tout simplement pour apporter à connaissance, pour savoir ce qu'on vote précisément. C'est engageant et important. Donc vous retrouvez sur le tableau qui vous est présenté, peut-être remonter Monsieur Berlureau sur la partie donc orientation stratégique numéro 1 que j'ai passé tout à l'heure en revue, sur les mesures opérationnelles. Donc on reprend, vous le voyez, adapter les espaces publics intégrant des nouvelles pratiques de mobilité, aménager des espaces naturels favorisant les échanges sociaux. Vous avez une temporalité 2023-2024, vous avez un code couleur. Quand c'est rouge, c'est que c'est en phase réalisation. Quand c'est en orange, c'est en phase étude. Et quand c'est en jaune, c'est en phase pré-étude. Quand c'est en blanc, c'est en phase pas faite. En réflexion. Et vous avez après la phase moyen terme 2025-2026. Vous avez bien sûr le coût prévisionnel de l'opération à la hache, à la grosse masse, on n'est pas du tout dans le détail à l'euro près. Donc je vous laisse lire à l'écran, piétonisation, requalification des rues de la Bastide, requalification de la rue du Capitaine Beaumont, de la route de Lavore, la sécurisation de la RD 88, l'aménagement du pôle d'échange multimodal de la gare, l'aménagement de la véloroute, voie verte V85 reliant la voie verte côté Tarn et la voie verte côté Haute-Garonne, côté Buzet-sur-Tarn, l'aménagement du chemin d'Ambruisset, on en parlait tout à l'heure. Et vous le voyez, le chemin d'Ambruisset, on attend que le syndicat de la Montagne Noire fasse les travaux pour pouvoir l'engager plus tard. La création d'un parc urbain, l'aménagement des berges de la Goutte. En orientation stratégique numéro 2, garantir une offre en matière de santé. Donc il y a la création d'un centre public de santé ou d'une maison médicale, la relocalisation et la reconstruction d'un nouvel EHPAD, et la création d'une résidence inclusive, notamment pour les personnes en situation de handicap ou bien les personnes en déficience mentale, ou une résidence partagée. Sur la partie mesure opérationnelle numéro 2, favoriser les pratiques culturelles de loisirs. Donc nous avons, j'en parlais tout à l'heure, donc Polyespace, et on retrouve donc le maître d'ouvrage délégué ARAC Occitanie, la création d'un pôle musical, le réaménagement de la salle René Cassin, la création d'aires de jeu inclusifs pour les enfants, l'agrandissement et la modernisation de la médiathèque. Pour ce qui est la partie sportive, j'en parlais tout à l'heure, la création d'un terrain de foot 5 qui sera sûrement inauguré l'année prochaine, la réhabilitation, l'agrandissement de la piscine avec le maître d'ouvrage CCTA, la réhabilitation du complexe sportif Molle et Trincade, la création de terrains de grands jeux synthétiques,
notamment sur la Messale, et l'agrandissement et la couverture du skatepark actuel. Sur la partie mesure opérationnelle numéro 2.4, adapter les établissements scolaires, nous parlons de rénovation des groupes scolaires de la commune. Quand on dit rénovation, certains commencent à dater, donc il y a des travaux d'infrastructure assez conséquents, toiture, chauffage, isolation, menuiserie, notamment sur le groupe Louise Apollin. Sur l'opération numéro 2, mesure opérationnelle pardon, 2.5, c'est doter les établissements publics de services relocalisés avec la création d'une unité ou voire de petites unités locales de production de repas au sein des écoles. Nous allons dérouler l'orientation numéro 3, donc sur les enjeux environnementaux et la réduction des consommations énergétiques. Donc j'en parlais tout à l'heure, le passage en LED de l'éclairage public avec le SDET, c'était l'exemple que j'avais cité. La réalisation de travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, c'est le SDIE, schéma directeur, que nous avons lancé sur tous les bâtiments communaux pour avoir un vrai schéma directeur et un plan de travaux sur les 10 prochaines années. Le passage en LED des équipements sportifs, les éclairages, mais également les gymnases. Développer la production et l'utilisation d'énergie renouvelable, donc c'est l'installation et la création de centrales photovoltaïques, d'abord sur les bâtiments publics, mais également sur les surfaces imperméabilisées comme les parkings. Donc là, on a à la fois la REC pour les ombrières et la commune pour le reste. Donc là, c'est rouge puisque c'est déjà en cours. La création d'un réseau de chaleur urbain, j'en parlais à partir de biomasse, notamment sur le cœur de ville. L'opération 3.3, renaturer les espaces publics en réussissant à maîtriser la consommation d'eau avec la désimperméabilisation et la végétalisation de certains espaces publics. On pense à certains parkings, la réutilisation des eaux usées de la station d'épuration en direction de l'arrosage des stades de foot, mais pas que. On pourrait très bien créer des bornes à eau pour que les camions hydrocureurs, les services incendie ou bien la balayeuse, tout simplement de la ville, puissent se sourcer aussi sur ce réseau-là, qui éviterait justement aussi d'utiliser de l'eau potable. Sur l'orientation stratégique numéro 4, sur la partie revitalisation du centre-ville et sur la partie focus sur les zones d'activité économique, nous avons contribué au renouvellement urbain, donc là j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le renouvellement et la rénovation à l'échelle d'un quartier entier de la friche industrielle de l'Arçonnerie française. Ensuite en 2, la réhabilitation du parc de logements existants, donc notamment sur l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat que nos collègues qui sont élus communautaires vont voter dans très peu de temps à l'intercommunalité. L'opération de rénovation des façades sur la Bastide et enfin les aménagements des secteurs en OAP dans le PLU, puisque les OAP sont les dents creuses qui ne viennent pas étendre la commune mais inversement qui sont alignés avec la loi climat et résilience, et donc l'idée c'est de pouvoir continuer sur ces sujets-là. Le point 4.3, c'est accompagner la mutation du tissu économique local, donc c'est d'abord le financement d'un poste de manager des commerces, donc c'est un équivalent temps plein sur l'animation et l'accompagnement des acteurs du commerce et de l'artisanat. C'est un poste qui est pris en charge par la CCTA. La requalification de la zone d'activité des terres noires, à la fois la commune et la CCTA qui y travaillent. Si vous avez lu le PLU, vous avez vu qu'il y a une partie de la zone des terres noires qui est flashée sur une partie de revitalisation en laissant de l'activité commerciale mais en créant du logement par-dessus, et c'est en pleine lignée du plan qu'a sorti l'État il n'y a pas longtemps, alors que nous, vous voyez, on l'avait voté en 2019. Et enfin, les portes du Tarn, donc c'est un projet à 87 millions d'euros porté par la SPLA des portes du Tarn, dont on est au travers de l'intercommunalité partie prenante. Sur la partie 4.4, la croître l'activité touristique, donc là nous avons un projet de réaménagement du BIT, Bureau d'information touristique intercommunal, et la mise en valeur de la partie scénographie sur le souterrain du Castella, notamment pour en faire un centre d'interprétation. Donc ça c'est à l'étude par la CCTA. La création d'un espace microfolie, Monsieur Lassalle en avait parlé à Groyer, ça va être voté en intercommunalité et mis en place à Saint-Sulpice.
ça a été acté, mais pour l'ensemble de la CCTA, c'est-à-dire que le microfolie sera basé à Saint-Sulpice, mais pour l'ensemble des parties prenantes de son territoire, et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel, notamment avec la création de circuits de découverte urbain au cœur de la Bastide, à Saint-Sulpice. Sur la partie, pour terminer, sur la partie sécurisation, nous avons la requalification des locaux de l'ancienne trésorerie publique, je le disais, avec donc le déménagement et l'enracinement d'un poste de police en cœur de ville, et enfin l'extension du système de vidéoprotection qui a déjà commencé cette année, puisque notamment nous avons l'ensemble des périmètres écoles qui sont dorénavant en système vidéoprotection. D'ailleurs, je tiens à saluer notre ami Stéphane Bergonnet, puisque nous l'avons dit lors de la signature de la convention participation citoyenne, nos écoles n'ont pas eu une intrusion ni de problématiques cette année depuis que la vidéoprotection a été installée. L'orientation stratégique numéro 6 sur l'encouragement à l'implication des citoyens, c'était la conclusion et l'échange que nous avons pu avoir avec M. Lassalle sur la formation des citoyens au processus participatif, parce que tout le monde n'est pas formé à ça. Donc ça va commencer notamment avec la création d'un conseil municipal des jeunes qui va permettre aux jeunes citoyens de se former aussi à la démocratie et créer les outils de participation citoyenne. On pense notamment à la création d'une entité de gouvernance participative au programme d'action Petite Ville de demain, c'est-à-dire à l'ensemble des actions qu'on vient de passer en revue, comment réussir à créer une gouvernance participative sur ce sujet-là. Nous avons aussi l'organisation de processus participatifs adaptés pour des actions opportunes. Donc on pense par exemple, on l'a dit, à Rue de Reims, mais on pense aussi, comme l'a fait Buzet, à créer, pourquoi pas, une organisation participative au titre d'information sur les ports du Tarn, pour faire participer les citoyens et informer les citoyens sur l'avancement des ports du Tarn, pour bypasser ou en tout cas ne pas attendre seulement que les décisions soient prises en SPLA, mais pouvoir informer régulièrement les citoyens. Et puis ensuite l'organisation de consultations citoyennes hors des échéances électorales. Ça serait une forme de référendum citoyen, pas un RIC, mais presque, sans la démarche vraiment officielle d'avoir des urnes, etc., parce que ça demande beaucoup de temps, mais de créer ou d'inventer un système de consultation citoyenne, peut-être plus digital, plus numérique, qui pourrait être aussi du numérique, mais qu'on retrouverait dans les accueils des mairies, du numérique à distance, depuis chez soi, sur son smartphone, et de pouvoir avoir, comme en Suisse, dans les cantons suisses, d'avoir des votations citoyennes assez régulières sur des sujets. Voilà. L'exemple de la priorisation des voiries serait un bon exemple. Les citoyens veulent rénover les voiries, il y en a pour 33 millions d'euros, et nous avons que 3 millions, pas 33, donc il faut prioriser, et donc ça pourrait être des votations citoyennes qui soient soumises aux citoyens, ce qui permettrait après que le conseil municipal en prenne connaissance, charge à vous élus d'en suivre les retours ou pas. Voilà, tout ça, ça reste à inventer, c'est pour ça qu'on a mis 6.2, créer des outils, parce qu'on sent que vraiment il faut qu'on arrive à phosphorer tous ensemble pour créer ces nouveaux outils et avoir une vie démocratique et collective intense et vigoureuse à Saint-Sulpice. Merci pour cette présentation qui semblait nécessaire, notamment sur la découverte de projets qu'on n'avait jamais évoqués auparavant. À titre d'exemple, le pôle musical ou la relocalisation de groupes scolaires qui était adossé à la rénovation. Ce qui est aussi intéressant, c'est la planification qui montre la priorisation de votre ligne. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas tout le tableau sous les yeux malheureusement, mais sur ce dernier volet de la stratégie, de l'orientation stratégique numéro 6, on voit une mise en œuvre en fin de 2025-2026. Alors au regard des débats qu'on vient d'avoir, mais aussi de tout ce qui peut se passer à l'échelle de la commune en matière d'attente, de demande, de concertation citoyenne, on pourrait espérer que ça puisse être mis en œuvre avant. Le défi est quand même important et c'est dommage que ça arrive si tard dans la planification. Après, j'ai bien conscience que c'est indicatif, mais ça montre une intention aussi. Et ça aurait peut-être été intéressant d'avoir une mise en œuvre un peu plus tôt dans le mandat. Alors si on remonte les colonnes, on est sur, vous le voyez... remonter on remonte, c'est la première colonne, c'est je crois c'est 2020. À l'étude, mais la 2020. mise en œuvre, c'est en rouge, c'est bien ça? Oui, vous voyez sur les colonnes 2023, première colonne, 2024, 2000. La et mise enfin, en œuvre, c'est bien en rouge.
2025-2026. Donc Oui. 2023, on a pris une stagiaire sur ce sujet qui fait sa thèse sur la participation citoyenne, qui est beaucoup plus complexe qu'on y pense ou qu'on y croit. Et cette stagiaire travaille d'ailleurs avec notre chef Petite Ville de demain sur ce sujet. Vous parliez tout à l'heure d'aller au contact des citoyens. C'est une dame qui va très régulièrement sur le marché au contact des citoyens, justement, pour les interviewer. Et on voit qu'il y a différentes strates de participation et de collaboration. Donc ça, c'est un vrai sujet. On vous en rendra compte le moment venu, quand elle aura fini son étude. Parce que comme toute étude, il y aura des conclusions. Et donc en fait, on se laisse quand même le temps du stage. L'année scolaire, c'est 2023-2024. Donc elle finira son stage en juin 2024. On sera en mesure de présenter et de commencer à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a mis en orange en 2024. On a commencé un petit peu. Je prends l'exemple de la Réhute. On est en plein dedans. Je prends l'exemple de la partie du bus où on a fait ces tests-là. Ça a plutôt bien marché. Il faut continuer. Et effectivement, ça va commencer. Voilà, ça va commencer en 2024 et on pense pouvoir en réaliser. Il y a des choses qui seront inventées aussi. C'est pas juste que faire des réunions et parloter. C'est vraiment un programme d'action avec des choses à vraiment inventer en termes de process. Voilà. Après, pourrais vous répondre sur le pôle musical, puisque vous m'avez posé 2 questions. On l'avait évoqué. On avait appelé ça pôle culturel à l'époque. Pôle musical, pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui la musique à Saint-Sulpice est faite dans 3 endroits différents et qui n'ont... Encore une fois, on essaye dans ce programme d'action en fait de redonner de la cohérence à la ville, au tissu local. Et donc vous avez la musique qui est faite par la MJC, plutôt musique amateur. En face à la médiathèque, vous avez le conservatoire de musique. Et puis ensuite vous avez 2 associations d'harmonie musicale. L'une plutôt on va dire orchestrale et puis l'autre plutôt sur des cours à la population. Et en fait on voit bien que tous ces gens-là prennent de la surface des salles mais sont surtout dans des salles inadaptées. Ça c'est la remontée du diagnostic culturel qui a été fait, qu'a porté Nadia Oudalmer. Et donc l'idée est de pouvoir regrouper, parce qu'en fait il y a un sens commun. On partage, encore une fois, je le disais tout à l'heure, faire ville. Aujourd'hui, en fait, il y a des salles pour partager des batteries, etc. Et les gens ne les partagent pas. Donc l'idée, c'était plutôt d'avoir tous les instruments au même endroit et de pouvoir mieux travailler à des partages de planification. Ça nous paraît en tout cas, nous, avoir du sens. Et ensuite, pour la partie pôle école, là encore une fois, c'est d'anticiper c'est sur un programme d'action 2023-2026, on l'a mis en sécurité. Ce qui est certain, c'est que, vous l'avez vu, sur la ligne école, il n'y a pas que relocalisation des écoles, il y a travaux dans les écoles. Ça c'est notre première phase. On a commencé, puisqu'on a commencé par Marcel Pagnol. Il y a des travaux qui vont continuer là sur Marcel Pagnol. On a fait quelques travaux, notamment de passage en LED sur l'école Marcel Pagnol. On a l'étude sur le chauffage de Louisa Paulin, mais Nathalie Marchand, que j'excuse, un petit peu grippée ce soir, n'est pas là, elle vous l'aurait dit. C'est qu'en fait on voit les effectifs de la ville de Saint-Sulpice continuellement baisser. On a des projections de moins 100 élèves dans les 2 ans à venir, c'est-à-dire 3-4 classes en fermeture. Et donc en fait la population de Saint-Sulpice est à l'image de la population française, elle vieillit. Et donc à un moment donné va se poser la question de 18 classes, 16 classes, 14 classes. Aujourd'hui, on a la moyenne à 11 classes, mais on nous annonce dans les 3 ans à venir passer sous le seuil des 10 classes sur les groupes scolaires. Et donc, à un moment donné, je pense qu'on va juste se poser la question, tous ensemble, collectivement, de se dire est-ce que ça vaut le coup d'entretenir et de chauffer des bâtiments à 8 classes, alors que ces mêmes bâtiments ont supporté jusqu'à 18 classes. Peut-être que le moment, un jour, sera venu de relocaliser, de redonner du sens sur la localisation, et ça libérera peut-être d'autres espaces, d'anciennes écoles, etc. Peut-être qu'on aura aussi, par la voie des constructions à Saint-Sulpice, une remontée aussi des enfants. On voit aussi que la natalité est en train de chuter à Saint-Sulpice. On est passé de 2,2 enfants en 2015. Aujourd'hui, on est à 1,6 enfants
maintenant, donc on voit bien que les jeunes couples, les trentenaires font moins d'enfants. On est plutôt du coup à un enfant, donc ça c'est un vrai sujet aussi d'avenir. On parle souvent par exemple en Europe de l'Allemagne qui a une population vieillissante. Il faut qu'on en prenne compte. Nathalie, on en parlait l'autre fois, et Madame la première adjointe était là, parce qu'on a eu un petit rictus, on a rigolé quand Madame Lien a dit heureusement qu'en fait vous avez été élu à Saint-Sulpice en 2017 et que vous avez arrêté la construction d'un groupe scolaire qui coûtait 6,5 millions d'euros route de Lavore, parce qu'aujourd'hui cette école elle serait vide. Elle aurait coûté 6,5 millions d'euros. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc c'est bien, aujourd'hui on est confort, hein, que ce soit les enseignants et puis les ALAE disent qu'ils sont extrêmement confort dans les écoles, mais un jour ou l'autre, si on continue à descendre, alors c'est toujours le paradoxe parce que quand vous croisez les citoyens, ils vous disent « Monsieur le maire, vous avez vu comme ça construit à Saint-Sulpice, il y a des constructions partout, il faut arrêter les constructions ». Puis de l'autre côté, en fait, on a les enseignants et les parents d'élèves qui disent « Mais il y a des fermetures de classes, il faut des enfants supplémentaires ». Oui, en fait, si on veut des enfants supplémentaires, il faut des nouvelles familles. On a pris le point avec M. Coupet, dans le cadre du PLU, on a accentué et accéléré notamment la location, puisqu'en fait on a un pourcentage très faible, on est à moins de 5%, on est une ville de propriétaires, et donc le locatif permet ces rotations, et donc permet aussi ce renouvellement de familles et d'enfants. Donc on a accéléré justement, vous avez un pôle qui a été inauguré avec un collectif Route de Lavore, au niveau des feux tricolores. On a Chemin d'Ambruisset, avec des collectifs qui se construisent et pas mal de locatifs aussi, et d'autres pôles qui vont arriver dans les années à venir. Mais c'est un sujet qu'il faut qu'on ancre, parce qu'on ne peut pas, vous disiez, j'aimais bien votre terme, porter à connaissance. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu que les écoles étaient en train de chuter, et se réveiller dans 4 ans en disant « Ah bah oui, bah en fait on a perdu 4 ou 5 classes dans les écoles, et on a des pôles qui tournent à 7-8 classes. » quoi. Donc notamment sur la relocalisation, Madame Lien a proposé à Madame la directrice de l'école Louise Apollin de relocaliser les CP, les CE1 de l'école Louise Apollin en direction de Marcel Pagnol, pour redonner du sens, encore une fois, de cohérence en disant l'école Louise Apollin est l'école maternelle ancrée dans la ville, et l'école Marcel Pagnol est l'école élémentaire. Il s'avère qu'après échange avec l'ensemble des enseignants, les enseignants n'étaient pas favorables, on dit il est urgent d'attendre, il est un peu tôt, donc on a validé le point de ne pas faire ce transfert-là et de ne pas acter ce transfert-là pour la rentrée 2023, ni pour la rentrée 2024, mais d'attendre un petit peu pour voir les statistiques et les chiffres, pour factuellement prendre les bonnes décisions. Mais effectivement, si à un moment donné, je prends un exemple, l'école Marcel Pagnol va perdre 97 enfants l'année prochaine qui vont partir en 6e, elle va récupérer seulement 37 enfants. Arrivant Louise Apollin, vous voyez que la balance est complètement déséquilibrée, et à un moment donné, ça va entraîner des fermetures de classes à Marcel Pagnol, fermeture qui a eu lieu déjà à Louise Apollin. En fait, c'est juste la continuité. On a eu quand même 4 à 5 fermetures de classes à Louise Apollin, et donc ça veut dire qu'on peut potentiellement projeter, sans trop être Madame Irma, qu'on risque d'avoir dans les 3-4 ans, 4 à 5 fermetures de classes à Marcel Pagnol. Aujourd'hui, Marcel Pagnol, c'est 11 classes. Donc si on ferme 4 à 5 classes, vous voyez le résultat. Et donc peut-être qu'effectivement, il sera temps de relocaliser au moins les CP et les CE1 de Paulin, et de pouvoir réancrer une école maternelle, une école élémentaire, ce que des anciens ont connu à Saint-Sulpice, mais qui avait été enlevé dans les années 2008-2010, parce qu'il y avait trop d'enfants partout, et qu'à un moment donné, ça craquait de partout, il fallait repositionner en fait les enfants. Ça aurait du sens, voilà. Si la chute continue ou l'hémorragie continue à se faire, bah là, à un moment donné, peut-être que comme certains maires de certaines communes, je le disais tout à l'heure, chauffer, entretenir des bâtiments, on se posera peut-être la question, ce sera peut-être plus nous en mandat en 2026-2028, de peut-être un jour ou l'autre fermer carrément une école entière. Mais là encore une fois, je ne veux pas être un chat noir ni un oiseau de mauvais augure, c'est pas le cas pour l'instant. Et encore une fois, le temps va vite, on peut vite perdre des enfants, on peut vite en regagner. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous propose, chers élus, du coup s'il n'y a plus de questions, de passer au vote et d'approuver le contenu de cette convention cadre d'opération de revitalisation du territoire qu'on vient de vous présenter. Alors certes très longuement, mais Madame Mazous l'a dit,
pense que c'est important parce que c'est un ouvrage, en tout cas c'est une convention colonne vertébrale, cadre, qui va diriger nos actions et l'action des services de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 votes en abstention, la minorité active et citoyenne, M. Lassalle, Mme Mazous, Mme Manteau et M. Lacoste. Et donc un vote, une adoption à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 16 sur les délégations du conseil municipal en direction du maire. Je ne peux pas présenter ce point forcément, puisque je ne peux pas me déléguer moi-même à mes pouvoirs. Donc je vais laisser cette présentation à Monsieur l'adjoint à la sécurité, Monsieur Stéphane Bergonnier. Merci Monsieur le maire. Il est donné la possibilité au conseil municipal de déléguer une partie de ses pouvoirs au maire de façon limitative, ce que nous avons fait en 2020 lors d'une libération en juillet. Il est proposé aujourd'hui de rajouter un point à cette liste d'autorisation. Alors vous avez la liste totalité sur le document qui vous a été remis, la totalité des points qui sont autorisés au maire, les 2 délégations qu'on a données au maire. Et on rajouterait un 30e point dont je vais vous faire lecture. Et il s'agit d'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvable de montant inférieur au seuil fixé par décret, soit 100 €. Ce décret précise les modalités suivant lesquelles le maire ne rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Donc, sauf opposition contraire dans une délibération portant délégation, les décisions sont prises en application de celle-ci et peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées dans la réglementation. Et le maire, bien sûr, devra rendre compte de chacune de ces décisions au conseil municipal. Et nous pourrons, en conseil municipal, mettre fin à cette délégation. Donc nous vous proposons de voter la mise en place de ce 30e point et d'abroger donc la délibération de juillet 2020 et de la remplacer par une nouvelle délibération qui reprend la totalité des points qui vous est présenté et en rajoutant ce 30e point qui vous est présenté à l'écran. Des questions? Pas de questions, merci Monsieur Bergonnier. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 17 sur la convention de stérilisation et d'identification de la population féminine. Non, pardon. Pardon. Il est 22 heures, désolé, ma langue a fourché. On reprend, je rétropédale. Pardon mesdames, pardon. Je vais sortir, je sens les rames. Donc on revient en arrière, 2 minutes en arrière. Donc je remercie Monsieur Bergonnier pour sa présentation du point numéro 16. Hein, on oublie tout, on recommence. Le point numéro 17, la convention de stérilisation et d'identification de la population féline. Et je vais laisser la parole à Madame l'adjointe Solidarité, Laurence Blanc. Pardon, mesdames. Je vous remercie, Monsieur le maire. C'est un peu dur de passer après tout ça, mais on va essayer. La commune a, depuis plusieurs années, pris en considération la lutte contre la prolifération de la population féline errante et notamment l'intérêt public local en matière d'hygiène et de sécurité que représente l'action à l'initiative d'associations œuvrant pour capturer, identifier les chats errants sur le territoire et les relâcher sur leur lieu de capture une fois stérilisés. Face à la multiplication des chats sans propriétaire, la commune souhaite continuer cette intervention de façon durable en tenant compte du bien-être animal et en accompagnant l'association Les Chats Virés 31 dans sa démarche de stérilisation des chats et la responsabilisation de certains propriétaires. La stérilisation est d'ailleurs reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier ceux de l'Organisation mondiale de la santé. Les bénévoles de l'association Les Chats Virés 31 ont rencontré et sollicité la commune pour exposer et présenter leurs propositions
permettant de solutionner et maîtriser la population félide. Il est donc proposé de conventionner avec l'association par un partenariat financier et un accompagnement par notre service communication pour la sensibilisation et l'adoption. Les membres de la commission sont invités à émettre un avis sur la convention avec l'association Les Chavirés 31. Vous avez des questions? Il vaut mieux que ce soit les chats, effectivement, Madame Carbone. Bon, vous l'aurez compris, hein, la journée a été longue, ce fut une longue journée. Et donc, sur présentation de l'énoncé de Madame Blanche, je vous propose de passer au vote pour cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, encore toutes mes excuses. Point numéro 18, sur l'adhésion de principe à la mission de médiation proposée par le Centre de gestion du Tarn, le CDG. Et je vais laisser pour présenter ce point la parole à Madame la conseillère municipale, Muriel Philippe. Merci Monsieur le maire. La médiation est un mode de règlement alternatif des conflits qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la justice administrative. Suite à un bilan positif après une expérimentation pendant 4 années, pour laquelle la commune a adhéré en 2018, la médiation préalable obligatoire a été pérennisée par la loi numéro 2021-1729 du 22 décembre 2021 et le centre de gestion du Tarn a été reconnu dans son rôle de médiateur. Les avantages de la médiation sont nombreux. Trouver un accord adapté à votre situation grâce à une réflexion construite et personnalisée. Gagner du temps, une médiation se joue en quelques semaines à la différence d'une procédure juridique qui peut durer des années. Réduire les coûts en évitant les frais d'une procédure au tribunal administratif. S'engager dans une procédure amiable, réparatrice et conciliatrice, renouer le dialogue. Profiter de la confidentialité et de l'impartialité garantie par le médiateur. L'adhésion de principe est gratuite. Le CDG 81 a fixé un tarif de 500 € pour 8 heures de médiation. Ce tarif forfaitaire comprend le temps passé pour les entretiens préalables, les prises de rendez-vous, les réunions de médiation plénière et le travail administratif. Et de 50 € de l'heure pour le temps passé au-delà du forfait de 8 heures. Dès la convention signée, il ne sera plus possible pour les agents de la collectivité de déposer un recours contentieux auprès du juge administratif tant qu'une médiation préalable n'aura pas été tentée. Au-delà de la médiation préalable obligatoire, le CDG 81 propose la médiation à l'initiative des parties. Le champ d'application est plus large et repose sur le nombre d'engagements des participants. L'Assemblée est invitée à approuver la convention d'adhésion qui est présente en annexe et habilite Monsieur le maire ou son représentant à signer au nom de la commune la dite convention ainsi que les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Avez-vous des questions? Sujet qui, me semble-t-il, a été proposé au CCAS et aussi à la CCTA. En fait, c'est le CDG qui propose à l'ensemble des collectivités. S'il n'y a pas de questions, en tout cas votre propos et présentation étaient clairs. Je vous propose de passer au vote sur le point numéro 18. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci Madame Philippe. Nous allons passer au point numéro 19 sur le tableau des effectifs et notamment la modification de la durée hebdomadaire de 2 emplois permanents par transformation avec un avis favorable de la commission et du CST, donc des représentants du personnel. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à l'adjoint au rayonnement de la ville, Laurent Saadi. Merci Monsieur le maire. Donc il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois communaux permanents et contractuels à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Il est donc proposé la modification du tableau général des effectifs du personnel de la collectivité. 2 agents de la filière animation, un du cadre d'emploi des animateurs et un du cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux ont accepté l'augmentation de leur temps de travail pour répondre aux besoins du service afin de satisfaire une qualité de service public et d'améliorer ainsi sa situation. Vous le voyez, ces 2 personnes passent d'un 28/35e à un 35/35e. Donc l'Assemblée est invitée à approuver la modification de la durée hebdomadaire des 2 emplois permanents par transformation et habiliter Monsieur le maire ou son représentant
à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à cette décision. Avez-vous des questions? Donc là, vous le voyez, dès qu'on peut, on pousse là ces deux animateurs et un adjoint d'animation, donc de l'animation, comme l'a dit M. Saadi, de 28 heures à 35 heures avec des pleins temps, donc c'est plutôt positif. Et ça va dans le renforcement de la stratégie des ressources humaines, ou des relations humaines en tout cas, de notre collectivité. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer au point numéro 20 sur la convention entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et la Fédération régionale des MJC. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole. Voilà. Là, je pense qu'à partir de 22h30, vous allez me perdre. Donc, excusez-moi, point numéro 20, la convention de partenariat entre la société Enedis et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, notamment sur des aménagements. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la déléguée à la culture. Vous le voyez, la relation avec les images à l'écran. Madame Nadia Oudlalmer. Merci Monsieur le maire. Donc, suite à l'interpellation d'administrés concernant la dégradation d'un transformateur électrique, propriété d'Enedis, situé au 11 chemin de la Pointe à Saint-Sulpice, les conseillers municipaux et le service jeunesse municipal ont rencontré le fournisseur d'électricité pour pallier ensemble à ces incivilités. La commune et Enedis ayant la volonté de mettre en œuvre des actions en vue d'améliorer le cadre de vie des riverains, de lutter contre les incivilités, donc la graffiti, et de promulguer donc le street art. Par contre, ça je mets entre parenthèses pour mon plus grand plaisir. Ils ont convenu donc que le poste de transformation de distribution publique situé au 11 chemin de la Pointe serait décoré afin d'être mieux intégré dans son environnement. Avec le concours d'un artiste, M. Raphaël Aznar, la commune s'est proposée de faire réaliser l'aménagement esthétique des murs du poste de distribution publique. L'embellissement de ce poste a été mis en place dans le cadre d'un chantier jeune encadré par le service jeunesse. Enedis a autorisé l'aménagement esthétique du poste de transformation de distribution publique situé, bien entendu, au 11 chemin de la Pointe. Les parties ont décidé de contractualiser leur intérêt commun par la présente convention pour la réalisation de l'intégration dans l'environnement du poste de transformation situé à nouveau et toujours au 11 chemin de la Pointe. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer cette fois-ci à la convention entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et la Fédération régionale des MJC sur l'avenant numéro 3. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint au rayonnement de la ville, Laurent Saadi. Merci Monsieur le maire. Donc la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe apporte un soutien financier à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture, donc FRMJC d'Occitanie-Pyrénées, dans le cadre de sa politique en faveur du développement de l'action jeune et de l'animation locale et culturelle. Le cadre de ce soutien est fixé dans la convention jointe en annexe. Donc la FRMJC d'Occitanie-Pyrénées sollicite la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe pour une revalorisation de sa contribution financière pour 2023 au financement des postes de directeur et d'animatrice coordinatrice jeunesse de la MJC de Saint-Sulpice à hauteur de 4 000 €, impliquant une participation totale de la commune à 104 000 € pour l'année 2023. Cette participation étant soumise à justificatif comme mentionné dans la convention. Pour ce faire, il convient de modifier les termes de l'article 5, participation financière de l'avenant numéro 3 de la convention pluriannuelle d'animation et d'accompagnement de projets pour 2023. La commune de Saint-Sulpice-la-Pointe s'engage à verser à la FRMJC une subvention annuelle qui sera appréciée en fonction des frais d'accompagnement de suivi et de conseil engagés par la FRMJC, des coûts prévisionnels des postes d'animateurs nécessaires à la mise en œuvre des projets. Cette subvention est fixée à 104 000 € pour 2023. Il convient par conséquent de modifier le montant de la subvention fixée dans l'avenant approuvé par délibération du 14 décembre 2022. L'Assemblée est invitée à approuver l'avenant numéro 3 à la Convention pluriannuelle d'animation et d'accompagnement de projets
pour 2023 entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture, FRMJC d'Occitanie-Pyrénées, tel qu'annexé. Habilité, Monsieur le maire à signer le dit avenant. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote sur ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer à la convention, cette fois-ci tripartite entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, la commune de Saint-Lieu-les-Lavores et l'association La Passarella pour un renouvellement de convention. Pour laisser ce point, je vais laisser la parole à Madame la déléguée à la culture, Nadia Oudalmer. Merci Monsieur le maire. Donc rien de plus que ce qui avait déjà été conventionné l'année dernière, c'est juste, comme vous avez très bien dit, une reconduction de la convention où les services de la médiathèque amènent un accompagnement avec l'association dite associative de Saint-Lieu-les-Lavores qui a besoin d'un accompagnement et du professionnalisme des filles de notre service et de pouvoir recevoir en même temps les scolaires de Saint-Lieu dans notre médiathèque. Tout simplement. Des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. On va passer sur le point numéro 23, sur la modification de la tarification des services périscolaires. Donc par délibération, vous l'avez à l'écran, par délibération du 11 juillet 2019 et du 7 mars 2023, la commune de Saint-Sulpice a mis en place des tarifs de services publics administratifs à caractère facultatif en fonction du niveau de revenu des usagers. Ont été ainsi fixées les conditions d'application du quotient familial, c'est-à-dire en gros, en traduisant et en vulgarisant, vous avez des tarifications de services périscolaires qui sont en fonction de votre coefficient familial CAF. Donc en gros, vous payez les services moins chers si vous avez un coefficient dit Q1, c'est-à-dire avec des faibles revenus, et vous payez les services périscolaires un peu plus chers si vous avez un coefficient CAF dit Q5, si vous avez donc un peu plus de revenus. Nous avions les 5 barèmes de la CAF, les 5 barèmes traditionnels. Le coefficient familial municipal est établi, donc, comme je vous le disais, en fonction des revenus et de la composition des familles. La politique tarifaire de notre commune est bâtie depuis de nombreuses années sur ce principe de justice sociale qui se traduit notamment par des capacités contributives en fonction donc du classement des coefficients pour chaque foyer et donc en fonction de ces coefficients des tarifications qui s'imposent et notamment favorisant l'accessibilité à toutes les activités dites périscolaires du service public. Vous avez à l'écran donc sur le tableau en haut à gauche sur l'année scolaire 2022-2023 les coefficients dits T1 jusqu'à T5. 5 tranches donc de quotients familiaux municipaux sont aujourd'hui utilisées pour calculer donc les tarifs applicables et donc c'est la facturation que les parents prennent pour utiliser le service et qui leur est facturé en fin de mois pour l'accueil du périscolaire, donc matin et soir, pour les mercredis et puis la restauration scolaire. Cette grille tarifaire, c'est un échange qu'on avait d'ailleurs eu avec l'élu de l'équipe minoritaire Maxime Lacoste lors du dernier conseil municipal, qui proposait une augmentation du nombre de coefficients comme il pouvait lui le vivre sur Toulouse. Et donc l'idée étant bonne, nous l'avons repris à notre compte. Et cette grille tarifaire donc n'étant plus en adéquation pour une juste contribution des ménages, il est proposé donc de fusionner les 2 premières tranches, la tranche T1 et T2, et d'en créer 4 supplémentaires en fonction des coefficients familiaux pour permettre un lissage et donc un étirement de l'amplitude en fonction des ressources des familles. Monsieur Lacoste le disait lors du dernier conseil, on a un grand nombre en fait de familles qui sont positionnées en T5, mais dans ce T5 on pourrait recouper en plusieurs tranches. Donc on a écouté ses conseils, on n'avait pas eu de ses retours parce qu'on lui avait, je lui avais proposé en conseil municipal de nous alimenter sur
ces propositions, mais nous n'avons pas eu de retour de sa part. Donc nous avons été sur ces conseils sourcés Toulouse Métropole, et donc nous appliquons les tranches comme il nous avait été recommandé. Voilà, donc vous avez cette nouvelle tarification qui est proposée sur le tableau du bas, et effectivement cette tarification nous permettra d'avoir une meilleure répartition, une plus juste et équitable répartition dans les paiements des facturations des services périscolaires et de cantine. Et donc il vous est proposé cette application à partir du 1er octobre, si nous le votons ce soir en conseil municipal. Peut-être juste préciser que concernant la tranche 1, elle se voit diminuer, hein, contrairement à ce que nous avions précédemment. Voilà. Pas de questions? Monsieur Lassalle? Oui, Julien Lassalle, donc pour le groupe Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Merci d'avoir suivi les conseils de notre collègue. Bon, on va lisser plus équitablement, on va dire, l'augmentation. Donc bon, la grille en tant que telle pose pas de souci. Par contre, on a quand même un souci avec la restauration scolaire parce qu'on a de nombreux retours. Alors je ne sais pas si les premiers conseils d'école se sont tenus, non pas encore, je crois. Enfin, il y a avec cette histoire de si les enfants ont un laitage en dessert, ils n'ont pas d'entrée. Donc au final, on paye plus cher la cantine. On a fait les parents d'élèves et les enfants mangent moins. Là, on a quand même un souci avec le prestataire. Et moi, je trouve pas admissible que si on a un laitage en dessert, on n'ait pas droit à une entrée, quoi. J'ai ici les menus, hein, je n'invente rien. Hein. Mes enfants sont scolarisés à Saint-Sulpice. Donc moi, ça me pose quand même un sérieux problème, quoi. Voilà. Après qu'on mette plus de tranches, il n'y a pas de souci avec ça, mais je tenais quand même à vous alerter. Moi, je trouve quand même que c'est pas normal de payer plus cher et au final que nos enfants aient moins à manger. Monsieur le maire m'autorise. Madame Bouldanmer. Merci. Bon, moi j'ai ma fille qui est à Pagnol. Moi, elle me dit bien qu'elle prend bien l'entrée, le plat et le dessert. Alors est-ce que c'est on va dire dans une école en particulier, mais en tout cas sur Pagnol, ma fille est en CM2 et je peux te dire qu'elle me fait le topo ce qu'elle mange tous les jours parce qu'elle aime bien manger et elle a bien l'entrée, le plat, dessert à titre indicatif. Écoute, je ne sais pas vous répondre, monsieur Lassalle, sur ce point-là. Je prends en tout cas, moi, c'est le retour que j'ai de mes enfants, mais j'étais où je l'avais tout à l'heure. Je vous le montrerai après, mais non, mais je pense que ça c'est un point qu'il faut. C'est sur les menus qui sont. Nous, je sais que le prestataire, j'ai participé à la réunion de mise en place du prestataire. C'était plutôt le prestataire disait que en fait ils allaient mettre en place un choix de récipients petits, moyens et grands, parce qu'en fait tous les enfants étaient servis avant. Vous savez qu'il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire avec lequel on travaille, notamment Jean-Pierre Cabaret, vice-président au SMICTOM. On doit réduire les déchets alimentaires dans les années qui viennent. On sait qu'on réduira les déchets alimentaires des cantines en mangeant mieux et meilleur. Et donc le prestataire nous a dit qu'ils allaient mettre en place des récipients petits, moyens ou grands, justement pour les fins des enfants, parce que des enfants ont très faim et d'autres peu faim. Ce qui permettrait de limiter par rapport à l'année dernière où les enfants avaient une quantité validée par les services diététiques en disant ben voilà c'est ça qu'il faut pour les enfants, et puis en fait il y en a ils mangeaient pas du tout. Donc ça partait à la poubelle. Donc il y avait ce point là, moi j'avais noté en nouveauté, mais j'avais pas noté de point particulier sur le sujet ou ça. Donc je pense qu'il faut le faire remonter par le travers des parents d'élèves pour que la question soit posée en commission restauration. La prochaine, on sait c'est la rentrée là, en septembre, mais on sait que derrière, avant les vacances de la Toussaint, souvent il y a une série de conseils d'école
et il y a une série d'une commission de restauration. Sachant que je crois que le prestataire nous a dit que maintenant les parents avaient accès, vous l'aurez dans le prochain bulletin municipal, les infos ont été données je crois dans les écoles, au travers d'une application